Bonjour à tous, bienvenue au Bourget, notre première vidéo avec une exclue. Alors accrochez-vous bien. Là, qu'est-ce que l'on a? On a l'ULM qui tue, celui que je rêve d'avoir dans la boutique. Et il a une couleur particulière, c'est le Shark, il est jaune. Et pourquoi est-ce que la couleur jaune nous intéresse? Parce que vous rajoutez un tout petit peu de bleu et ça nous donne eh bien, le drapeau de l'Ukraine. Or, on a Amaury qui est là-bas, qui s'apprête à décoller avec un Shark bon de guerre, car l'exclu du jour, c'est quoi? L'Ukraine vient de recevoir son premier Shark, version growler, version guerre électronique. Quand on vous dit que les ULM sont complètement en train de disrupter la troisième dimension, c'est vrai pour l'aviation légère, mais c'est désormais vrai également pour l'aviation de guerre. Alors Amaury, j'ai l'impression que tu t'apprêtes à décoller. Oui, on va attendre le master on. T'es bon, master on, il est prêt? Les magnétos sont éteints. Les magnétos sont éteints, ça va alors. On va attendre un tout petit peu avant de l'envoyer celui-là chez les clients à Kiev, mais surtout, pourquoi il est gris et pourquoi il y a plein d'excroissance partout autour là? Explique-nous tout. On a décidé de faire un Shark orienté pour la guerre électronique en Ukraine. On l'a équipé tout simplement d'une antenne pour établir et détecter des menaces de drones. On arrive à détecter les profils électromagnétiques de différents drones comme des Shahed, des Orlan, peu importe. Et une fois qu'on a détecté ces drones-là, on arrive à les neutraliser grâce à des jammers qu'on a positionnés en dessous de l'avion. Il y a donc un brouilleur qui sert à brouiller le GPS et un deuxième brouilleur qui sert à brouiller les transmissions vidéo et les connexions radio vers les drones. Super, donc ce qu'on va faire, c'est le temps que tu te désharnaches, eh bien, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a sous la bête et on va essayer de résumer tout ça et surtout de comprendre comment cette machine, si j'ai bien compris, va pouvoir sauver des vies grâce à une méthodologie qui est très maligne, non cinétique, à savoir gêner la navigation de drones plutôt que d'essayer de les abattre. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est très malin. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau sous le capot déjà pour commencer? Dans l'aviation, on aime bien commencer par des choses basiques. C'est très classique, c'est un Rotax 100 chevaux, carburateur, Rotax de guerre, voilà, c'est ça. De guerre. Équipé d'un alternateur. On a un gros alternateur sur le côté du capot pour fournir toute la puissance aux différents équipements électriques. Et donc voilà, c'est tout simple. Donc du coup, en termes de génération électrique, tu as une version boostée / sous stéroïde par rapport à un Shark normal. Exactement, ouais, tout à fait. Ah, forcément. Et en termes d'autonomie, qu'est-ce que tu sais nous faire avec cette machine? On arrive à parcourir 2000 km et ça fait 12... Tu vas finir à Moscou là. Ah oui, mais là voilà, donc ça c'est la croisière à 75%. Ouais, très bien. Et puis si on se met vraiment à la finesse max, on peut tenir quasiment 12 heures en vol. 12 heures en vol, mais finesse là, max, ouais. C'est énorme la finesse. Donc, ouais, monstrueux, c'est un planeur le truc. Donc si on regarde d'un point de vue pratico-pratique, tu peux faire des vols de 4-5 heures. C'est ça. Tu vas être sur une vitesse de croisière de combien? On croise à 75%, à 270. 270, si tu as besoin d'accélérer pour ton interception, monte à 300 km/h. Tu montes à 300 km/h. Donc on a un Rotax qui a fait ses preuves. Si ça se passe mal ici, si j'ai bien on a un compris, parachute. Un parachute, il est devant là du coup? Le parachute est devant et on peut l'activer soit par le passager, soit par le pilote directement. Et vous remarquerez qu'il a dit passager. Il s'agit du NOSA. Alors, chez Shark, je sais c'est nouveau, il va falloir vous habituer à la phraséologie. Si tu dis passager aux places arrière, ils vont mal le prendre. Donc on va dire le navigateur, on va voir sa petite tablette, là, son écran après. Donc c'est le NOSA, c'est une machine de guerre maintenant. Faut changer de champ lexical, les gars. Donc il est gris, tu vois. Donc très bien. Le NOSA, on rappelle d'ailleurs que c'est Goose qui a éjecté Maverick. Pas l'inverse. Sans le NOSA, il n'y aurait pas le parachute de tirer. Et donc du coup, ils sont partis pour 4-5 heures, ils peuvent accélérer à 300 km/h, ils font face à des drones qui vont à 220, 230 à peu près. Exactement, le Shahed 136. Donc ça veut dire que c'est pas facile en termes d'interception. Vous pouvez monter à quelle altitude avec ce bestiau? Au Eiffel 180, ouais, il faut l'oxygène dans ce cas-là. Eiffel 180, au-dessus du niveau 120, il faut de l'oxygène. On est donc sur des altitudes où on ne va pas trop se rapprocher de la ligne de front avec ça. Par contre, à l'arrière du pays, il n'y a aucun souci, tu peux monter à, on va dire, 5-6 000 pieds sans aucun souci, sachant que les Shahed volent plutôt bas. Donc on est sur quelque chose de cohérent. Je cherche la bête depuis tout à l'heure. Une fois que tu es en l'air, très bien, tu as une magnifique hélice, tu es en vol, soit on t'envoie vers une cible, soit c'est toi qui la détectes tout seul, c'est ça? Exactement. Donc c'est là où il se passe des choses en dessous là. On a deux antennes qui sont situées sur le ventre de l'appareil avec ces deux brouilleurs. Donc, le brouilleur, de ce côté-là, on a le brouilleur GPS et de l'autre côté, le brouilleur radio. Et voilà.
Ok, donc ce qui est intéressant et ce qui est rassurant d'un point de vue pilote, c'est que vous ne l'avez pas mis tout à l'arrière ou tout à l'avant. Il est au niveau du centrage. Il y a une logique de centrage. Un ULM Shark en France, pour qu'il ait droit de voler avec notre réglementation, on est sur du combien de kilos? 525 kilos. Est-ce que là tu fais 525 kilos? Non, un peu plus. Donc on ne peut pas l'utiliser pour aller brouiller en France demain, quoi. Tout va bien. Donc par contre là, à l'étranger, les ULM c'est 600 kilos, c'est ça? Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Donc celui-là est certifié 600 kilos sans ses équipements supplémentaires. Et là vous avez rajouté les équipements, et vu que c'est l'Ukraine qui signe l'autorisation de vol, on va dire... Exactement, c'est make it happen. Donc c'est l'agilité redécouverte. De toute façon, c'est comme ça que ça avance. Hein. Tout à fait. Sinon, alors moi j'ai une grande question. La plupart des raids se font la nuit. Tout à fait. En ULM en France, on n'a pas le droit de voler de nuit. Non. Imaginons, là, pour l'instant c'est l'été, il fait beau, il y a de la mauvaise météo. Ton avion, il n'est pas dégivré? Non, on a dégivrage de pitot, mais c'est tout. Dégivrage de pitot tout de même. Donc, avec cet aéronef, ils risquent de se retrouver à voler de nuit. Peut-être aux limites des barbules. Il y a une grande différence entre ce qu'on a droit de faire et ce que l'on peut faire. Est-ce que toi, tu serais comfortable, comme disent les Américains, pour monter en place arrière avec un pilote devant qui t'emmène voler de nuit en Shark? Avec une bonne météo, on a le pilote automatique, on peut se sentir parfaitement en sécurité. Il y a l'éclairage à l'intérieur, il y a les feux de nav, tout est là pour avoir les bases du vol de nuit. Alors moi, j'ai une question toute bête. Quelque chose qui nous embête souvent dans l'armée quand on est brouilleur, tu vois, le Rafale peut faire du brouillage, tu as le growler. J'émets du brouillage, à quel point est-ce que ça gêne mes propres systèmes embarqués? Ça gêne les systèmes embarqués. Voilà, donc je pense pas que c'est besoin de trop rentrer dans les détails pour l'instant, mais donc du coup, ça peut impacter ta radio, ça peut impacter ta navigation, là on a ça. Voilà, donc en termes de puissance, est-ce qu'on est sur quelque chose où tu dois te mettre à 10 mètres du drone pour le gêner? Ou est-ce que tu peux être à X km et tu auras quand même un impact? Quand on vole à 6000 pieds, on arrive à brouiller dans un cercle de diamètre 9 km. C'est vraiment de diamètre 9 km. De diamètre, donc 4,5 km de chaque côté. Voilà, donc sur du plus ou... Allez, je fais simple, de nautique. Exact. Très bien. Donc ça veut dire qu'on ne va pas abattre les drones avec le Shark, pas pour l'instant. On en reparlera peut-être à terme, je ne sais pas. Si vous avez des questions, je serais ravi de venir voir. Work in progress. C'est ça. Donc du coup, l'objectif, c'est de détecter grâce à tes antennes, comme on faisait à l'ancienne dans la marine. Pouf, exactement. Il y a une émission Shark par là-bas, tu mets le cap, tu fonces, tu look out, tu regardes dehors, tu détectes visuellement, voire tu as de la communication avec le sol qui vient t'aider et te donner la picture. Exactement. Tu fais ton virage de rassemblement, tu te mets à 75% et maintenant tu accompagnes. Exactement. Tu accompagnes, accessoirement tu renseignes sur la position exacte. Et là, le seul point intéressant, et je ne vous le souhaite pas, mais je pense que ça va bien se passer, c'est qu'il faut que personne n'engage l'échelle puisque toi, tu es à côté. Donc, il y a un point intéressant qu'il va falloir bien briefer, un vrai travail de communication. Donc, j'ai envie de te dire, il y a 2 ans, ça n'aurait peut-être pas été une situation d'avenir. Maintenant, voilà, ça s'est amélioré. Je vous le dis quand même, c'est cadeau. On a vu avec le F-16, il y a toujours cette logique de CFF, de Clear Field of Fire, et de qui fait quoi à quel moment. Donc ma compréhension de ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dégrader la qualité du signal de navigation des drones, ce qui va pouvoir les gêner en phase finale, ce qui ne risque pas de les faire faire 3 quarts d'eau, tout ça, mais ce qui risque de leur faire perdre une capacité métrique. Et donc, si on crée des barrières de défense, des lignes Maginot... Petit à petit, on peut arriver à dévier les drones. Donc, tu peux arriver à Il faut arriver à les intercepter assez tôt, les accompagner sur la trajectoire pour qu'ils se perdent finalement dans les champs à côté. Donc là, ce qu'on risque de voir dans les prochains mois, c'est du retour d'expérience et souvent des essais entre se dire, il y a une zone où c'est fire free. Par exemple, une zone, c'est la F-16 qui intercepte. Une zone, c'est tel système solaire. Passer ce point-là, plus personne n'ouvre le feu. On met notre outil de dernier secours, on envoie notre requin qui va les intercepter et qui va les gêner pour éviter qu'ils fassent... Peut-être même jusque dans une certaine limite. Hein. Si le drone arrive trop proche de la cible, il faudra peut-être repasser au canon. Pilote, très bien. Donc tout ça, c'est toujours pareil dans l'art de la guerre. C'est du travail, c'est de la coordination. Ça se travaille et je pense que votre truc il est complètement viable et c'est une très bonne idée, mais qu'il faut que ça soit parfaitement briefé avec les différents intervenants, surtout si... Pendant que tu brouilles, tu perds peut-être un peu des moyens de communication. L'idée, c'est d'apporter un vecteur qui est complètement nouveau, une nouvelle manière d'utiliser ce genre d'outillage. On a des jammers qui jusque-là étaient utilisés plutôt de manière statique en Ukraine, avec un espace aérien pas trop contrôlé. Ouais. Et donc, on apporte une nouvelle option et on espère que ça sera utile. AG, Airborne Jammer. C'est ça. C'est ça en fait. Donc voilà, de manière à ce que vous compreniez bien, les jammers à l'heure actuelle ne bougent pas. Vous avez le drone qui se déplace, qui passe éventuellement de jammer en jammer, mais qui va peut-être rechoper du réseau entre deux. Là, vous avez le jammer qui vient en permanence.
Un exemple, c'est quoi? Vous êtes en train de conduire sur l'autoroute, même si vous êtes au cruise, tout ça, il y a quelqu'un qui vient se mettre à côté, il vous met la lampe dans la figure et ça va vous gêner. Et au dernier moment, même s'il arrête, bah, vous êtes ébloui, vous êtes moins performant. Donc c'est ça que vous allez faire. Je pense que c'est la première étape. Ravi d'avoir l'exclu de l'annonce de la livraison. On est ravis. Bon courage. De toute façon, je pense qu'on va se revoir parce que maintenant, j'attends en fait, je vais être honnête, j'attendais qu'il soit combat proven avant de le tester parce que je voulais pouvoir faire un truc bien putaclic. Je revole dans du combat proven, tu vois. C'est ça. Donc, venez faire du vol en formation avec nous. Voilà, donc si ça te va, dès qu'il est combat proven, donc normalement ça y est, c'est le cas, je viens le tester, ça te va? Très bien. Allez. Parfait. Allez, et puis bon courage pour ce que vous faites et check your six, comme on dit. C'est ça. Allez, Merci bien.